signe son ralliement inconditionnel à Moscou, provoquant ainsi l'éclatement du groupe des surréalistes. La guerre d'Espagne éclate en 1936. André Malraux s'engage auprès des républicains contre les fascistes. Franco prend le pouvoir en Espagne alors qu'au loin, les prémices d'un nouveau combat bouleversent déjà l'équilibre du monde. En 1939, l'Europe explose sous les couverts de gris d'une armée invincible. La furie fait sauter les frontières. L'Autriche tombe la première, puis la Tchécoslovaquie et la Pologne. La guerre est en marche. La voix du poète Robert Desnos se fait encore entendre sur les ondes du poste parisien. Je me trouve tout d'un coup dans un pays étrange où le vent souffle avec violence. Dans l'abri, tout le monde se plaignait d'étouffer. Au-dessus de nous, la salle s'effondrait. La fusillade continuait. Moi-même, j'allais étouffer quand je me suis réveillé haletant, mon oreiller par-dessus ma tête. Autrefois rêveur éveillé de la petite troupe des surréalistes, Robert Desnos interprète aujourd'hui les rêves des auditeurs dans son émission La Clé des songes. Plus pour très longtemps, car la France entre en guerre. L'émission s'arrête faute de combattants. Desnos est mobilisé sur d'autres fronts. Les rêves attendront. Et c'est reparti comme en 14. Celle qui devait être la der des der revient hanter ceux qui aujourd'hui partent au front. La drôle de guerre, la Sitzkrieg, la guerre assise comme diront les Allemands, a commencé. Robert Desnos, malgré sa myopie, est envoyé sur la ligne Maginot. On y attend l'ennemi de pied ferme, à l'abri d'une barrière qu'on juge infranchissable. Louis Aragon part sur la frontière belge. Paul Éluard est mobilisé dans l'intendance. André Gide, à plus de 72 ans, quitte la rue Vaneau avec tous les siens. Dali va bientôt fuir ses penchants hitléro-provocateurs en émigrant vers les Amériques. Matisse est déjà sur les bords de la Méditerranée. André Breton file à Marseille en attendant un bateau pour New York. Dans toute l'Europe, les œuvres d'art sont mises à l'abri. À Paris, les grandes statues sont enfermées dans des châssis en bois, arrimés dans des camions prêtés par la Comédie Française. On cale les toiles géantes sur des remorques. La victoire de Samothrace, la Joconde, les porcelaines de Sèvres, les manuscrits rares, les bijoux des siècles passés. Tous les trésors du patrimoine national prennent la route de l'Exode. Au printemps 1940, à la surprise de l'état-major, les troupes allemandes contournent la ligne Maginot, foncent à travers la Belgique et entrent en France. Le 14 juin 1940, Paris s'éveille sous un soleil voilé par un crêpe-couleur de deuil. Les troupes allemandes viennent d'entrer dans la ville. À 8 heures, les blindés arrivent aux Invalides. À midi, la croix gammée flotte sur le Sénat. La guerre est finie. Elle a duré 5 semaines. Le lendemain, toutes les horloges sont avancées d'1 heure. Paris se met à l'heure de Berlin.
Dès le mois de juillet 1940, les arts et la culture passent sous la botte. Les artistes juifs ne peuvent plus travailler dans le théâtre, la musique et le cinéma. Leurs noms sont supprimés des génériques. De même pour les anti-nazis déclarés. Les films tournés sous le Front populaire sont interdits. Certaines scènes interprétées par des acteurs juifs ou ennemis du nouveau régime sont censurées et rejouées par d'autres. Dalio disparaît d'entrée des artistes et Erich von Stroheim de piège. Les galeries de peinture sont contrôlées, les collections des marchands juifs pillées et embarquées pour l'Allemagne. Dans l'édition, les maisons juives comme Kalman Levy et Fernand Nathan disparaissent. Les listes Bernhard, puis Otto, interdisent les auteurs juifs, marxistes, germanophobes. La presse libre n'existe plus. Dans ce Paris mis sous cloche, comment continuer de peindre ou d'écrire? Démobilisé, le sergent Desnos est de retour à Paris. Il reprend du service dans la presse. Il profite des quelques interstices laissés ouverts par les Allemands dans les premières semaines de l'occupation pour glisser des pots de bananes sous leurs pas. Il ne se gêne pas pour attaquer les écrivains collaborateurs, Louis-Ferdinand Céline le premier. Réponse de l'intéressé. Pourquoi M. Desnos ne hurle-t-il pas plutôt le cri de son cœur, celui dont il crève inhibé, mort à Céline et vive les Juifs? M. Desnos mène, il me semble, campagne philo-youtre. Victime de la censure et de la presse d'extrême droite, Desnos survit bientôt en vendant des dessins anonymes au journal Aujourd'hui. Cela suffit à peine à assurer le quotidien. Depuis une dizaine d'années, Robert Desnos habite Saint-Germain-des-Prés avec Yuki, Neige rose en japonais, l'ex-femme du peintre Fujita. Elle fume sous le grand portrait d'elle que Fujita a peint quelques années plus tôt. Au sol, des toiles abstraites ou surréalistes attendent d'être accrochées. Chaque jour, Robert Desnos se rend au Catalan, un petit restaurant de la rue des Grands Augustins. Pas pour manger, il n'en a pas les moyens. Il vient chercher des restes pour le chat de Yuki. Il pousse la porte et lance son cri de guerre habituel. Ils sont foutus! Puis il passe d'une table à l'autre, raconte des blagues, salue la compagnie, récupère un sac en papier et s'en retourne chez lui. Le Catalan, c'est le QG de Picasso. Lui aussi y vient chaque jour. Il y invite Dora Maar, quelques amis avec qui il partage une nourriture de marché noir, bonne, rare et chère. L'occupation ici est plus douce qu'ailleurs. Les œuvres de Picasso sont exposées partout dans le monde, sauf dans l'Europe occupée. À Paris, certaines d'entre elles sont entassées dans une salle au musée du Jeu de Paume, où les Allemands ont rassemblé les toiles des artistes qualifiés de dégénérés. Braque, Cézanne, Dali, Gauguin, Matisse, Manet, Monet, Renoir, Soutine, tous sont interdits d'affichage et d'exposition. Beaucoup ont préféré fuir Paris. Picasso a choisi de rester. Sa notoriété et sa nationalité espagnole, donc neutre, le protègent. Aux Allemands qui viennent voir ses œuvres, il offre des cartes postales de Guernica.
Lorsque l'un d'eux lui demande « C'est vous qui avez fait ça ?» il répond « Non, c'est vous ». Picasso est très critique à l'égard de ceux qui mondanisent avec l'occupant ou qui visitent l'Allemagne hitlérienne. Il a fermé définitivement sa porte aux anciens compagnons du bateau lavoir qui fraient aujourd'hui avec le verre de gris nazi. Vlaminck, Derain, Van Dongen. Les autres sont les bienvenus, presque tous et presque toujours. Jean Cocteau est l'un des visiteurs les plus assidus de l'atelier des Grands Augustins. Jean Marais l'accompagne. L'un, quinquagénaire maigre, sinon squelettique, d'une élégance jamais prise en défaut, les avant-bras ficelés dans des manchettes bien serrées qui laissent les poignets libres de virevolter sur les délicatesses du monde. L'autre, 25 ans de moins, beau comme une statue vivante. Ils se connaissent depuis 1937. Un jour de cette année-là, Jean Marais est venu à l'hôtel de Castille où le poète habitait. Cocteau cherchait un acteur pour interpréter sa pièce Oedipe Roi. Dans la chambre flottait une odeur bizarre autour d'accessoires étranges. Un plateau d'argent, des bacs de jade, une lampe à huile, quelques pipes au long tuyau. Cocteau était allongé sur le lit. Il aspirait l'opium à longue goulée. En dépit du brouillard de la drogue, Jean Marais lut admirablement le premier acte de la pièce. Le deuxième acte fut pour un peu plus tard. Quand Jean Marais revint pour le final, Cocteau tomba dans ses bras et confessa « Je vous aime ». Le rideau tomba sur le lit du poète et sa prise admirable. Cocteau ne lit pas un seul journal et se tient éloigné des affaires du monde. Pour ce qui est de ses opinions politiques, le drame en ces temps terribles est qu'il n'en a aucune. Durant l'occupation, Jean Cocteau s'occupe. Il n'est pas le seul et certainement pas le pire. Un saint même, comparé à la clique des écrivains d'extrême droite, Céline, Rebatté, Saxe ou Drieux-La Rochelle, qui appellent à tour de ligne à l'extermination des juifs, des communistes et des francs-maçons. Mais tout de même, Cocteau est un mondain reçu dans les salons huppés où les collabos multiplient bons mots et effets de manche. Et qui vient à ces banquets? Des acteurs, des gens de théâtre, des grandes dames de la mode. Prenez celui-ci, ce portrait, et soyez qu'on se dépêche. On les retrouve au Moulin Rouge, à l'Opéra, dans les cabarets et les music-halls parisiens. Ils se pressent à la Tour d'Argent dont le canard au sang reste fameux. Lorsque les robes du soir et les queues de pie froufroutent à la sortie du casino de Paris, interdit aux chiens et aux juifs, ces joyeux mondains croisent parfois une silhouette sombre qui marche le long des murs, s'efforçant de paraître invisible. C'est Chaim Soutine. Il est recherché par la Gestapo comme juif, apatride et artiste dégénéré. Dans les rues, il rabat le bord de son chapeau sur les yeux. Il espère qu'ainsi personne ne le reconnaîtra. Mais il est malade. Il ne mange plus que des bouillies de pommes de terre et des potages. Il est d'une maigreur ahurissante. Il ne s'est pas guéri des ulcères qui le rongent depuis l'époque où il attendait Modigliani au fond de la rotonde. Il vit caché près de sa nouvelle compagne, Marie-Berthe Orange, qui fut la deuxième femme de Max Ernst. Un mauvais jour de 1942, le concierge le dénonce. Soutine s'enfuit en Touraine.
Marie-Berthe le traîne d'hôtel en hôtel jusqu'à une maison isolée où il s'installe enfin. Le temps d'un espoir. La Première Guerre mondiale avait eu la peau de Montmartre. La deuxième éloigne les artistes de Montparnasse. On se retrouve désormais à Saint-Germain-des-Prés. Là, les amis passent. En cas d'alerte, le métro est tout près. Certains privilégiés ont même transformé le bistrot en bureau personnel. Ainsi, le fumeur de pipe qui se tient près du poêle, Jean-Paul Sartre. Il arrive le matin vers 9 h. Aussitôt, un serveur lui apporte son café. Il sort une liasse de papier de son cartable et commence à écrire. De temps à autre, il se penche, cherchant sous la table des mégots de cigarettes qu'il dépiote dans le fourneau de sa pipe. Il échange souvent quelques gestes complices avec une femme qui écrit, assise non loin, Simone de Beauvoir. Fait prisonnier par les Allemands à la fin de la drôle de guerre, c'est au Flore, un jour de mars 1941, que Jean-Paul Sartre a retrouvé Simone de Beauvoir. Il rentrait de captivité. L'occupation lui sembla pire que la guerre. La guerre vient du refus et le perpétue. L'occupation interdit d'agir et de penser. Sa nouvelle morale, écrit Simone de Beauvoir, basée sur la notion d'authenticité et qu'il s'efforçait de mettre en pratique, exigeait que l'homme assumât sa situation. Et la seule manière de le faire, c'était de la dépasser en s'engageant dans une action. Comment ? En devenant résistant. Il créait un mouvement de résistance regroupant une cinquantaine d'écrivains et de professeurs, Socialisme et Liberté. Il rédigeait des tracts et tapait des programmes qu'il renéotait dans les couloirs de l'école normale. Cela ne suffisant pas, Simone et Jean-Paul décidèrent de consolider le réseau en zone sud. Là-bas, ils rencontreraient certainement des âmes résistantes. À commencer par les deux grandes figures de l'engagement intellectuel des années 30, les deux André, Gide et Malraux. Au début de l'été 1941, ils récupèrent 2 bicyclettes, prennent le train jusqu'à Montceau-les-Mines et franchissent clandestinement la ligne de démarcation. Le premier jour, ils pédalent pendant 40 km. Sartre va devant, Simone s'épuise dans les côtes. Parfois, ils tombent. Le soir, ils sont épuisés. Ils font étape dans un hôtel, dorment d'un sommeil de sportif, repartent de bon matin, s'arrêtent souvent dans des bistrots où Sartre prend quelques notes. C'est plus facile que de monter la tente. Le camping n'a jamais été le fort des philosophes. Ils descendent jusqu'à Marseille, puis vont à Grasse, où André Gide leur a donné rendez-vous. Gide s'est réfugié sur la côte méditerranéenne où ses proches l'ont suivi. Pendant quelques semaines, il a cru que Pétain serait un rempart contre Hitler. Il a refusé d'écrire dans la NRF, soumise au diktat de Drieux-La Rochelle. À 72 ans, il ne se sent pas la force de faire davantage. Voilà ce qu'il explique à Simone et à Jean-Paul. 20 minutes, montre en main, en quelque sorte une fin de non-recevoir. Après Gide, cap sur Malraux. De lui, Simone et Jean-Paul attendent davantage. Après la défaite des républicains espagnols, il s'est occupé des réfugiés internés dans les camps français. En 1940, il a été muté à Provins, dans les chars, comme troufion de base.
lui qui avait été colonel dans l'armée républicaine. Il s'est évadé en juin 1940, bref, un héros. Simone et Jean-Paul descendent de bicyclette au Cap d'Aille, près de Saint-Jean-Cap-Ferrat. Malraux les accueille dans la villa où il prend l'air et le soleil avec Josette Clotis et leur enfant, né quelques mois plus tôt. On admire la mer depuis les transats du jardin. On parle un peu littérature, puis on passe à table. Jean-Paul attend le dessert pour poser la question décisive. Et la guerre? Quelques visiteurs sont venus qui lui ont tous posé la même question. Peut-il se rallier à une résistance, certes encore embryonnaire, mais qui grandit chaque jour? À tous, il a exposé le point de vue qu'il défend une fois encore devant ses visiteurs. On ne peut rien contre les Allemands. Il les a vus à l'œuvre en Espagne. On ne lutte pas à main nue contre les assassins de Guernica. Beauvoir et Sartre prennent la route du retour. Eux qui, quelques mois plus tard, deviendront et pour longtemps les figures d'un engagement jamais démenti, viennent de se faire claquer la porte au nez par ceux dont ils prendront bientôt la place. Un train les ramène vers Paris. Dans l'autre sens, un homme descend vers Marseille. Le poète René Char. Il est enfermé dans un compartiment à côté d'une femme qui lui offre une cigarette. Il la prend. Elle tend le paquet à son voisin, un officier allemand. Aussitôt, Char lui rend sa cigarette, se lève et quitte le compartiment. René Char a conservé de ses années surréalistes le goût des choses clairement dites et des actions définitives. Il est d'une intransigeance absolue. Tous les écrivains ne résistent pas, et beaucoup publient ou font jouer des pièces de théâtre devant les aéropages nazis. Souvenez-vous que vous êtes nés français. Pour entretenir l'union entre ces deux nations, c'est le moyen de les rendre heureuses. Quelques-uns comme Vercors, François Mauriac, Jean Guéhenno, publient clandestinement aux éditions de Minuit ou dans des revues interdites. D'autres, comme René Char, se sont fixés une ligne de conduite dont ils ne dérogeront pas durant toute la durée de la guerre. On ne publie pas. Rien. Rares sont ceux qui, comme lui, déposent la plume pour attaquer les Boches au pistolet et au fusil de chasse. Au printemps 41, le poète s'est réfugié à Céreste, un petit village perché sur les hauteurs d'Apt, dans les Basses-Alpes. Depuis, il sillonne les villages alentours, tissant les fils de son réseau. Il est un chef de guerre, soldat de l'armée secrète. Armé de ses 2 colts, il entre dans les cafés où rôdent les Allemands. Il tend des embuscades. Il repère les terrains qui recevront les armes envoyées par Londres. Il les récupère et les distribue. Il abat les traîtres. Il écrit aussi. Il est un poète en guerre. Nous devons surmonter notre rage et notre dégoût. Nous devons les faire partager afin d'élever et d'élargir notre action comme notre morale. C'est à l'île sur la Sorgue, son pays natal, qu'il apprend une nouvelle immense qui va changer le cours de la guerre. Le 22 juin 1941, à 3 h du matin, Hitler lance l'opération Barbarossa. De la Finlande à la mer Noire, 3 millions de soldats de la Wehrmacht se lancent à l'assaut de l'Union soviétique. Sur une ligne de près de 2500 km, 190 divisions épaulées par 5000 avions et 500 chars traversent la frontière et s'enfoncent dans la steppe. La guerre entre dans une phase nouvelle. À Paris, ce 22 juin 1941, on fête la nouvelle chez les Desnos. Les convives trinquent à la victoire prochaine. Car il ne fait de doute pour personne que l'ouverture d'un 2e front à l'Est, jointe à la puissance de l'armée rouge, obligera l'Allemagne à plier l'échine. À terme, le plan Barbarossa signe la fin du Grand Reich.
Par égard pour la défense passive, on a tiré les rideaux noirs et on s'éclaire à la bougie. On boit quelques bouteilles d'avant-guerre, soigneusement conservées pour fêter un événement de cette nature. Les rêves éveillés, l'écriture automatique, tous les jeux qui réunissaient jadis les compagnons surréalistes sont passés de saison. Mais Éluard et Desnos, qui ne se sont jamais excommuniés l'un l'autre, retrouvent la fougue de leur jeunesse pour célébrer l'espoir. Le soir a fermé ses ailes sur Paris désespéré. Notre lampe soutient la nuit comme un captif la liberté. La plupart des amis partent quelques minutes avant le couvre-feu. Ceux qui habitent trop loin et qui ont raté le dernier métro dorment là. Robert, lui, grimpe dans la mezzanine qu'il a fait fabriquer en haut de la bibliothèque. Dans le secret des livres, il prépare quelques documents confidentiels dérobés au journal Aujourd'hui. Plans, mouvements de troupes, adresses de hauts fonctionnaires allemands. Il les transmettra le lendemain aux membres de son réseau liés à l'intelligence service. Ainsi, chaque nuit, avant de s'endormir, Robert Desnos devient un poète résistant. Mais personne ne le sait. Rares sont ceux qui s'opposent à l'occupant. Le Paris des arts et des spectacles compte beaucoup d'esprits ni vraiment collabos, ni vraiment résistants. S'accommodant de ce qui se passe avec quelques gênes pour les plus confortablement installés, un peu de dégoût pour les moins bien assis, le cul entre deux chaises pour les autres. Jean Cocteau, lui, n'hésite pas entre la collaboration et la résistance, mais entre les vichistes et les Allemands. En 1941, sa pièce « La machine à écrire » est interdite par la censure française. Cocteau se tourne alors vers l'occupant et lui demande son aide. Les Allemands cassent la décision française. Lors de la sortie de la pièce, les représailles sont violentes. Alain Lobreau, qui règne sur la critique théâtrale de « Je suis partout », éreinte Cocteau et Marais en termes orduriers. Pas de chance pour Lobreau, il dîne un soir dans un restaurant du boulevard des Batignolles, où Cocteau et Marais ont leurs habitudes. Le comédien se plante devant le plumitif et déclare « Si vous me confirmez que vous êtes Lobreau, je vous crache dessus ». Lobreau confirme, Marais crache. Les deux hommes s'empoignent. Le journaliste reçoit une bonne raclée. Aux yeux de ses proches, Cocteau passe pour un habile manœuvrier. Il est agressé par ceux qui l'insultaient avant la guerre, défendu par la frange aimable et distinguée des Allemands qui se veulent francophiles et ouverts au dialogue avec l'occupé. Cependant, il ne manque pas de courage. En pleine occupation, il défend Jean Genet, poète et voleur emprisonné. Et, hélas, Arno Breker, sculpteur officiel du Reich, ami d'Hitler, qui expose au musée de l'Orangerie en mai 1942. La manifestation organisée par Laval rassemble tout le gratin de la collaboration. Dans la presse collabo, Cocteau écrit ces lignes. « Je vous salue, Breker. Je vous salue de la haute patrie des poètes. Je vous salue parce que dans la haute patrie où nous sommes compatriotes, vous me parlez de la France. » Comme une réponse à la statuaire monumentale qui s'expose partout, Picasso s'est remis à la sculpture. Tandis que Maurice Flaminck écrit dans le journal Comédia que Picasso est coupable d'avoir entraîné la peinture française dans la plus mortelle impasse, de grandes figures surgissent sous l'arche de bois de l'atelier. Sur un socle de bois trône un grand buste de Dora Maar. En 1943, surgit l'homme au mouton,
sculpture de plus de 2 mètres en terre glaise, édifiée avec l'aide de l'ami Éluard. Ce grand berger pacifique et méditerranéen veille dans l'atelier comme une sentinelle face à toutes les attaques dont Picasso est l'objet. S'il subit moins que les autres les rigueurs de l'occupation, la guerre est partout présente dans le travail de Picasso. Les natures mortes laissent apparaître les préoccupations de l'époque, la faim, le froid, les restrictions, les contraintes. La peinture n'est pas faite pour décorer les appartements. C'est un instrument de guerre offensive et défensive contre l'ennemi, dira plus tard Picasso. En novembre 1942, il semble que les couleurs sombres du peintre gagnent le pays tout entier. Le 11 novembre, en réponse au débarquement des Alliés en Afrique du Nord, les Allemands franchissent la ligne de démarcation. La zone sud n'existe plus. Tous les fugitifs qui s'étaient réfugiés sous le fragile abri de la zone prétendument libre cherchent désormais d'autres lieux où survivre. Dans la nuit, l'éditeur Pierre Segers reçoit un appel téléphonique d'Elsa Triolet, cachée en zone sud depuis plusieurs mois avec Aragon. Elle est affolée. Que faire? Où se cacher? Louis Aragon semble aussi désemparé qu'elle. Et pourtant, à 42 ans, Aragon est parti au front avec autant de vaillance et de courage que lorsqu'il en avait 20. Quelques mois avant le début de la guerre, il a épousé Elsa. Dans la corbeille des mariés, 3 joyaux. L'amour, la littérature, Staline. Pierre Segers conduit ses amis à Villeneuve-les-Avignon. De là, il gagne Dieulefit. Puis à quelques kilomètres, une maison en ruine coupée du monde qu'on ne peut atteindre qu'à pied. Ils baptisent leur nouveau refuge le ciel. Ils vont y vivre quelque temps, seuls, dans la clandestinité la plus absolue. Dans l'unique pièce de la maison, ils écrivent. Elsa Triolet, le cheval blanc. Louis Aragon, Aurélien. Pour les rares voisins, Elsa et Louis s'appellent Élisabeth Marie et Lucien Louis Andrieux. Personne ne sait que le poète a créé le Comité national des écrivains pour la zone sud. Ils s'interrompent de temps en temps pour se rendre à Lyon, capitale de la résistance. Aragon y a développé un système de diffusion clandestin qui permet la distribution de la revue Poète Casqué de l'éditeur Pierre Segers, où écrivent de nombreux auteurs rebelles, tous sous pseudonyme. Parfois aussi, Elsa et Louis se rendent à Paris. 10 ans après la rupture issue du congrès de Kharkov, ils vont y retrouver Paul Éluard, cet ancien compagnon des grandes batailles surréalistes. Paul et Nuche viennent chercher Louis et Elsa à la gare de Lyon. Ils fêtent leur retrouvaille dans un restaurant du 5e arrondissement. Il s'agit maintenant de retrouver le chemin d'une résistance commune à l'occupant. Plutôt que de parler des divergences qui les ont séparés, les 2 hommes dressent la liste des convergences. Ils se cachent tous 2 sous de fausses identités. Ils ont rompu avec André Breton, parti en Amérique. L'un est le chef du comité des écrivains pour la zone sud, l'autre s'occupe de celui de la zone nord. Ils sont tous 2 membres du Parti communiste clandestin, donc passibles de la peine de mort. Tout comme Aragon et Elsa Triolet, Paul Éluard n'a pas renoncé à faire éditer ses œuvres. D'un côté, il accepte de se soumettre à la censure. De l'autre, il publie dans des revues clandestines. Au cours de l'été 1941, il a composé un poème destiné à Nuche. Puis il a compris que le seul mot qu'il avait en tête était le mot « liberté ». Son recueil « Poésie et vérité 1942 », publié sous le manteau,
s'ouvre sur ce poème parachuté à des milliers d'exemplaires au-dessus de la France par les avions de la Royal Air Force. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur toutes les pages lues, sur toutes les pages blanches, pierre, sang, papier ou cendre, j'écris ton nom. Sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois, j'écris ton nom. Le 27 mai 1943, les promeneurs qui déambulent dans les Tuileries suivent du regard une fumée noire, âcre et enveloppante. On pourrait croire à un incendie. Il s'agit d'un autodafé. Il a été organisé par les Allemands dans les jardins intérieurs du musée du Jeu de Paume, à l'angle des Tuileries et de la place de la Concorde. Après avoir brisé les cadres et tailladé au poignard les œuvres des artistes, qualifiés par eux de dégénérés, ils les ont rassemblés et y ont mis le feu. Ainsi, dans le doux crépuscule de mai, brûlent 500 toiles d'artistes aussi viles, corrompus et pervertis que Kissling, Paul Klee, Fernand Léger, Francis Picabia, Max Ernst, Juan Miró, Suzanne Valadon, Pablo Picasso et Chaim Soutine. Soutine se cache dans une petite maison près de Chinon. Il souffre le martyre. 3 mois après le saccage de ses œuvres au jardin des Tuileries, son estomac se perfore. On l'emmène à l'hôpital de Chinon. Il supplie qu'on l'opère, mais Marie-Berthe refuse. Elle veut le confier à un spécialiste parisien. On affrète une ambulance. On revient dans la maison isolée pour y prendre des toiles. Il en brûle beaucoup. 24 heures plus tard, quand Soutine arrive à Paris, après avoir contourné les barrages et les contrôles routiers, son ventre est en lambeaux. Il est opéré le 7 août 1943. Il meurt le 9, à 6 heures du matin. Il est enterré quelques jours plus tard au cimetière Montparnasse, dans une concession qui appartient à la famille Orange. Il n'est pas sous son étoile. Une croix veille sur lui. C'est un paradoxe, mais ce n'est pas le seul. On s'est aussi trompé de date de naissance et on a mal orthographié son nom. Picasso est là, et Max Jacob, qui est sorti pour l'occasion de sa retraite à l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, dans l'Orléanais. Même s'il s'est converti à la religion catholique et s'il enseigne le catéchisme aux enfants du village, Max porte l'étoile jaune. Pas plus à Paris qu'à Saint-Benoît, il n'entre dans les cafés et les lieux publics où les Juifs n'ont pas le droit d'aller. Il est interdit de publication. Ses droits d'auteur lui ont été confisqués. Max Jacob dépose les petits cailloux traditionnels sur la pierre tombale, puis il rentre à Saint-Benoît. Là-bas, il se sent en sécurité. Il mange à peu près à sa faim. On s'occupe de lui. Il survit en vendant par correspondance ses manuscrits sans cesse recopiés. Des tableaux offerts par ses amis peintres, il ne reste rien. Les membres de sa famille ont été arrêtés, certains torturés, tous déportés. Je me persuade doucement qu'on en arrivera bientôt à la fusillade de tous les Juifs en masse, écrit-il, alors que les massacres antisémites sont encore inconnus de la plupart. Dans la nuit du 9 au 10 juillet 1943, les Alliés débarquent en Sicile. Mussolini est arrêté et destitué. Le 8 septembre, l'Italie signe un armistice avec les Alliés. Au même moment, à Paris,
Jean-Paul Sartre fait jouer sa pièce Les Mouches devant un parterre d'officiers allemands. À la Générale, il rencontre un écrivain dont les éditions Gallimard ont publié L'Étranger et le mythe de Sisyphe, Albert Camus. La plus grande différence entre les membres de la famille Sartre et cet étranger venu d'Algérie, c'est qu'il est issu d'un autre milieu et que l'engagement pour lui a du sens depuis longtemps. Avant la guerre en Algérie, Camus s'était engagé pour la défense des droits de la population musulmane. Arrivé en France comme journaliste, il est devenu rédacteur en chef de l'organe des mouvements unis de la résistance, le journal Combat. Depuis, muni de faux papiers, Albert Camus organise les réunions du journal clandestin au fond d'une loge de concierge. Il a proposé à Beauvoir et à Sartre de se joindre à l'équipe. Ils ont accepté puis ont disparu. De son propre aveu, Sartre, pendant l'occupation, était plus un écrivain qui résistait qu'un résistant qui écrivait. Le 22 février 1944, dans la matinée, le téléphone sonne chez les Desnos. Robert décroche. Une voix amie le prévient que les Allemands arrivent. Ils viennent d'arrêter 2 résistants de son groupe. Yuki le supplie. Va-t'en, cache-toi. Le poète refuse. Il craint que les Allemands n'arrêtent Yuki à sa place. Mais il est confiant. Un mois plus tôt, il a débarrassé sa bibliothèque de tous les livres et des documents interdits qu'elle contenait. Les Allemands arrivent, ils perquisitionnent. Desnos pâlit lorsque dans la reliure d'un livre qu'il a oublié de cacher, il découvre un papier contenant des noms. Le premier d'entre eux est celui d'Aragon. Aragon, poète résistant, interdit, recherché. Desnos tente de se défendre. C'est une liste des critiques d'art. Habillez-vous, ordonnent les Allemands. Prenez un vêtement chaud. Là où vous allez, les nuits seront longues et froides. Robert Desnos tire son stylo Parker de la poche intérieure de sa veste et le donne à Yuki. Il dit « Garde-le-moi, chérie. Je reviendrai le chercher. » Robert Desnos sera envoyé à Compiègne, puis au commando de travail de Flöha en Saxe. Il sera déporté à Auschwitz, puis à Buchenwald et à Flossenburg. Il écrira des poèmes qu'il cachera dans une petite boîte en fer blanc. Il réussira à envoyer une lettre à Yuki pour son anniversaire. J'aurais voulu t'offrir 100 000 cigarettes blondes, 12 robes des grands couturiers, l'appartement de la rue de Seine, une automobile, la petite maison de la forêt de Compiègne et un petit bouquet à 4 sous. En mon absence, achète toujours les fleurs. Je te les rembourserai. Le reste, je te le promets pour plus tard. Quelques jours après l'arrestation de Robert Desnos, une traction noire s'arrête à la porte de l'abbaye de Saint-Benoît. Trois gestapistes viennent chercher Max Jacob. Ils ont le plus grand mal à l'embarquer. Alertés, les habitants du village se sont regroupés devant l'abbaye pour tenter de le sauver, en vain. Alors que la portière va se refermer sur lui, Max chuchote « Prévenez Picasso, à Paris ». Picasso, la porte de sa vie au temps du bateau lavoir. L'époque bénie où Max, de retour de chez son ami, s'arrêtait à la pharmacie de nuit de la gare Saint-Lazare pour y quérir un flacon d'éther. En
Enfermé chez lui, il sniffait tout en parlant à Dieu et à la Vierge Marie. Les vapeurs pharmaceutiques l'emportaient sur des petits nuages tout blancs où il s'installait confortablement. Que cette époque est lointaine. Tant de rêves pour le cauchemar du jour. Max est conduit à la prison militaire d'Orléans, enfermé dans une cellule. Il écrit des lettres aux amis de Paris, les suppliant de le sauver. Il signe Max Jacob, homme de lettres. Le 28 février, il est poussé dans un camion et conduit à la gare d'Orléans. Direction, le camp de Drancy, où il est parqué non pas comme catholique, mais comme juif. Il a pris froid. Il tousse. À Paris, Jean Cocteau se démène. Il téléphone. Il fait circuler une pétition. Max est gagné par la fièvre. Il est emmené à l'infirmerie. Ses amis obtiennent enfin l'ordre d'élargissement tant attendu. Lorsqu'ils arrivent à Drancy, il est trop tard. Le 5 mars 1944, Max Jacob est mort d'une bronchopneumonie foudroyante. Le 6 juin 1944, à l'aube, les Alliés débarquent sur les plages de Normandie. Un homme saute d'une péniche de débarquement. Il a de l'eau jusqu'à la taille. Il lève les mains pour protéger ses appareils. Pendant 1h30, sous la mitraille, Robert Capa photographie le débarquement. Il a suivi les armées alliées en Sicile et en Italie. Le voilà à Bayeux, à Cherbourg, au Mont-Saint-Michel. Il photographie la guerre pour le magazine américain Life. Il suit en voiture la 2e DB du général Leclerc et entre dans Paris le 25 août. Il photographie les Allemands refluents, la liesse des populations civiles. Le général de Gaulle accueilli en libérateur. Hasard ou destin, les premiers chars à entrer dans Paris portent des noms espagnols. Guernica, Madrid, Guadalajara. Les derniers à avoir quitté l'Espagne martyrisée sont les premiers à entrer dans Paris libéré. Avec Robert Capa. Paris est libéré, mais la guerre n'est pas finie. Il faudra attendre encore 1 an avant que le 7 mai 1945, l'Allemagne capitule. Le même jour, la Croix-Rouge entre dans le camp de Terezín en Tchécoslovaquie. Un infirmier tchèque découvre le nom de Desnos sur les listes des survivants. Il est très faible. Touché par le typhus, il est admis à l'infirmerie. Le 8 juin 1945, les yeux de celui qu'on appelait le rêveur éveillé se ferment pour toujours.
Et chante Guillaume Apollinaire, maître des songes et des rêveries. J'ai cueilli ce brin de bruyère. L'automne est morte, souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre. Odeur du temps, brin de bruyère. Et souviens-toi que je t'attends.